À une époque comme la nôtre où les disparités et les divergences d'opinion polarisent de plus en plus les Américains, il est intéressant de se replonger des années en arrière, plus précisément au 19e siècle, à une époque où l'Amérique s'apprête justement à s'engager dans une terrible guerre civile qui coûtera la vie à plusieurs centaines de milliers d'Américains. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir les origines de ce conflit destructeur jusqu'aux premières passes d'armes, avant qu'on aborde la suite des événements ainsi que ses conséquences dans de futures vidéos. Avant toute chose, il nous faut d'abord prendre un peu de recul sur le conflit en lui-même pour comprendre à quoi ressemblent les États-Unis de la seconde moitié du 19e siècle. Le pays est alors composé d'une trentaine d'États habités en tout et pour tout par un peu plus de 31 millions d'habitants. 13%, soit 4 millions, sont des esclaves noirs, qui représentent un tiers des États dits du Sud qui autorisent encore cette pratique. Depuis la Révolution américaine qui s'était produite presque 100 ans plus tôt, le mouvement dit abolitionniste avait fait son chemin. La traite avait progressivement été interdite dans tout le pays, avant que cela ne soit le tour de l'esclavage lui-même, cette fois-ci uniquement dans de nombreux États du Nord. Ce qui a conduit à l'établissement d'une ligne de démarcation entre les États dits abolitionnistes et les États dits esclavagistes au début du siècle, la ligne Mason-Dixon. Ce changement n'est pas uniquement dû à un raisonnement moral, mais aussi à l'abandon progressif des États du Nord de la production de tabac ou de maïs qui nécessitait jusqu'alors beaucoup d'esclaves, pour se concentrer plutôt sur la production de blé qui, quant à elle, avait nettement moins besoin de main-d'œuvre. Même si l'esclavage devient prohibé au Nord, les Noirs ne sont pas forcément mis sur un même pied d'égalité avec les Blancs, puisque la plupart des États libres pratiquent ouvertement la ségrégation raciale en interdisant notamment les mariages interraciaux ou bien encore tout simplement la mixité scolaire. Cette législation n'est abrogée qu'en 1855, mais paradoxalement, elle servira de fondement à de nouvelles lois qui seront votées dans les États du Sud après la guerre. Autre fait d'importance qui prouve que les États du Nord ne sont pas à cette époque le havre de paix qu'on peut avoir tendance à imaginer pour les anciens esclaves, c'est qu'on peut remarquer au fil des abolitions que les États du Nord ont surtout préféré vendre leurs esclaves à des États plus au sud plutôt que de les libérer. Si l'on retient aujourd'hui que l'esclavage et son abolition est la cause centrale qui a conduit à ce terrible conflit, il faut bien comprendre que c'est essentiellement pour préserver l'union de tous les États que le Nord a fait le choix d'entrer en guerre. Ceux-ci, même s'ils étaient abolitionnistes, voyaient surtout en la pratique de l'esclavage une forme de malédiction qui risquait justement de briser cette union fragile. En 1830 déjà, l'esclave Nat Turner mène une révolte sanglante des siens en Virginie qui est matée particulièrement violemment. À partir de cet instant, la question de l'abolition ne commence même plus à se poser dans le Sud. Pire encore, la législation déjà existante s'est même vue renforcée en interdisant par exemple aux esclaves d'apprendre à lire ou à écrire. Des mesures draconiennes que certains sudistes tels que Robert Lee refuseront d'appliquer. Lorsqu'une nouvelle tentative de révolte se produit en 1859, celle-ci pousse les sudistes à croire que les abolitionnistes cherchent à fomenter une guerre raciale à leur encontre. Au fil des années et jusqu'en 1860, les États du Sud se sont retrouvés piégés par leur propre organisation sociale et économique centrée exclusivement sur l'esclavagisme. La culture du coton, qui les oblige à avoir recours à un nombre conséquent d'esclaves, est à ce moment-là essentielle dans leur économie et ne fait que croître depuis des décennies. Le coton du Sud représente en réalité près de 75% de la production mondiale et les 2/3 des exportations américaines. Certains États producteurs tels que l'Alabama ou le Missouri voient même leur population servile dépasser le nombre de celle des Blancs. Pour aller plus loin, on peut aussi évoquer le fait que du point de vue des infrastructures ferroviaires ou des routes, le Sud a un retard considérable sur le Nord. Preuve supplémentaire de l'avance économique des nordistes, ce sont eux qui disposent de 3 fois plus de terres arables et produisent globalement 3 fois plus de richesses, sans même parler qu'ils ont en 1860 4 fois plus d'hommes en âge de porter les armes. Parmi les villes les plus peuplées, New York compte à elle seule plus de 800 000 âmes, tandis que les villes les plus peuplées du Sud, Baltimore et la Nouvelle-Orléans, dépassent à peine à elles deux les 200 000.
Cette révolution urbaine qu'on peut donc constater dans le Nord s'accompagne d'une explosion de l'activité industrielle, puisque 90% de la production manufacturière des États-Unis vient du Nord, qui produit aussi 17 fois plus de textiles, notamment grâce au coton du Nord, tout en produisant 32 fois plus d'armes à feu. On pourrait alors être tenté de dire que le Nord, s'il n'est pas déjà industriel, est inévitablement en train de le devenir. Et la guerre qui s'approche ne sera qu'un puissant accélérateur dans ce domaine. Toutefois, pour riposter dans les années 50, le Sud parvient quelque peu à combler une partie de son retard, notamment pour développer une proto-industrie de guerre qui saura donner des résultats dans les prochaines années. Un autre point primordial à prendre en compte pour comprendre le déclenchement du conflit est de l'équilibre politique précaire qui est en place. En 1830, les États-Unis comptent 24 États, 12 libres et 12 esclavagistes. Mais au fil des années, des conquêtes notamment faites à l'Ouest, cet équilibre bascule d'abord en faveur des États esclavagistes, par exemple en 1845 avec l'intégration de la Floride et du Texas, même si cela est compensé peu de temps après grâce à l'Iowa et au Wisconsin. Toutefois, l'accroissement du territoire américain encore plus à l'ouest renverse totalement cet équilibre. Heureusement, un accord peut être trouvé en 1850 grâce au sénateur Henry Clay, qui retarde un éventuel conflit d'une décennie. La Californie rejoint alors les États libres en échange d'une législation plus dure, qui oblige les États du Nord à restituer d'éventuels esclaves en fuite. Plus encore, chaque nouvel État est désormais à même de décider s'il souhaite ou non autoriser la pratique de l'esclavage sur son territoire. Lors des élections de 1856, c'est le démocrate attentiste James Buchanan qui est élu au détriment d'un jeune parti républicain fermement anti-esclavagiste représenté par le radical John Fremont. À cette même période, la Californie, le Minnesota, l'Oregon et le Kansas achèvent le bannissement de l'esclavage dans leur propre constitution. On compte maintenant 19 États libres contre 15 esclavagistes. Avec cet équilibre bousculé, sans même parler de l'avantage démographique qui devient écrasant pour le Nord, il devient légitime pour les États du Sud de commencer à craindre pour leurs conditions. En quelques années seulement, la population de New York a quadruplé, tandis que celle de Virginie n'a augmenté que péniblement de 50%. Un changement démographique qui se traduit forcément par des bouleversements démocratiques, car là où New York élisait 10 représentants en 1800, il en élit maintenant 33 sur 183. A l'inverse, la Virginie, qui en élisait 19 sur 106, n'en élit plus que 13. Par conséquent, plus le temps passe et plus le poids électoral des États du Sud s'affaiblit. Au bout du compte, les divergences d'opinion entre le Nord et le Sud n'ont fait qu'augmenter depuis des années, au point d'atteindre ce moment où les sudistes ne peuvent que constater leur perte d'influence en adoptant dès lors une mentalité d'assiégés face à leurs voisins du Nord qui voudront inévitablement leur imposer leur mode de vie et donc à terme, l'abolition de l'esclavage. Le basculement dramatique intervient finalement avec les élections de 1860 où pour la première fois le Parti démocrate est divisé entre deux camps. Les radicaux du Sud qui refusent toute forme de limitation ou de compromission sur l'esclavage, et les nordistes fidèles à l'institution qui refusent de se laisser dicter leur programme parce qu'ils estiment être une minorité des leurs. Cette élection à 4 candidats tourne alors à l'avantage du candidat républicain qui est cette fois-ci très loin d'être un radical sur la condition de l'esclavage puisqu'il s'agit d'un certain Abraham Lincoln. Avocat de profession, celui-ci passe alors pour une personnalité médiocre, mais capable de rassembler derrière lui un électorat assez vaste pour l'emporter. Ce qu'il est en effet parvenu à faire avec un programme très simple, basé uniquement sur l'union et l'application pleine et entière de la Constitution telle qu'elle est. Quoi qu'il en soit, la carte des résultats nous prouve d'un seul coup d'œil des divergences d'opinion qui viennent scinder le pays entre plusieurs camps, les abolitionnistes, les esclavagistes et les hésitants. Au final, même si Lincoln est élu avec 180 grands électeurs sur 303 et 40% du vote populaire, il ne faut que peu de temps pour que son élection soit contestée. En Virginie, par exemple, le bulletin Lincoln n'a été placé dans l'urne que par 1,13% des votants. Difficile donc pour eux de se sentir représentés par un candidat aussi peu soutenu.
Ainsi, même si sur le plan légal rien n'est à déclarer, tout le monde n'est pas prêt à l'accepter et un bruit commence à courir, celui de la possibilité pour certains États de faire sécession. À l'annonce des résultats, il est intéressant d'analyser les différents titres des journaux locaux. Par exemple, à Chicago, où on crie victoire en minimisant l'influence des États du Sud. Dans les Border States, on s'inquiète des éventuels troubles qui pourraient se produire dans le Sud. Et dans le Sud, justement, le journal L'Exchange annonce ouvertement que Baltimore n'hésitera pas à s'unir avec les autres États sudistes pour protéger leurs institutions. Les regards peuvent également se tourner vers la Caroline du Sud, où les élus locaux ont toujours fait savoir que si un président soutenant la cause de l'émancipation des Noirs était élu, alors cela serait considéré comme rien de moins qu'une déclaration de guerre. Et effectivement, le gouverneur local, William Gist, n'attend pas longtemps pour annoncer la sécession de la Caroline du Sud vis-à-vis de l'Union fédérale. Des dispositions sont également immédiatement prises pour faire lever une milice armée de 10 000 volontaires. Le gouverneur reçoit également le soutien de ses collègues de Floride et du Mississippi, qui ne tarderont pas eux aussi à appeler à une convention pour voter la sécession. Le 17 décembre, la Caroline du Sud annonce officiellement l'Union dissoute. Une vague d'enthousiasme envahit l'État instantanément. Mais ailleurs, on commence à prendre conscience que le processus qui vient de débuter ne peut plus être stoppé. Quelques jours plus tard, ce sont le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane ou bien encore le Texas, un peu après les autres concernant ce dernier, qui font sécession. Les différents représentants de ces États se retrouvent alors à Montgomery, en Alabama, le 8 février, où ils peuvent annoncer la naissance d'une confédération d'États libres, égaux et souverains. Leur première décision est de faire appel à 100 000 volontaires pour 2 ans afin de renforcer leurs milices armées. Une constitution est également adoptée le 11 mars, celle-ci est en tout point similaire à celle des États-Unis déjà existants, y compris en ce qui concerne l'interdiction d'importer des esclaves. En revanche, il est très clairement indiqué noir sur blanc qu'aucune loi ne peut venir interférer avec la pratique de l'esclavagisme. Un premier drapeau est également adopté, le Stars and Bars. Celui-ci est composé de 3 bandes, 2 rouges et une blanche, ainsi que de 7 étoiles. Une pour chaque État faisant partie du groupe, mais d'autres viendraient s'y ajouter plus tard. Bien sûr, un autre problème se pose rapidement pour eux, celui de savoir qui va prendre leur tête. Un bon compromis est trouvé en la personne de Jefferson Davis, réputé pour son expérience en tant qu'homme d'État puisqu'il a déjà été ministre de la guerre, ainsi que pour sa modération, une qualité indispensable pour pouvoir souder les différentes factions. Plus encore, il est lui-même un riche planteur, entendre par là un détenteur d'au moins une vingtaine d'esclaves, même s'il a une vision quelque peu progressiste sur le sujet. Son élection est d'ailleurs confirmée par un vote populaire le 22 février 1862. Mais avant d'en arriver là, il faut revenir encore quelques mois plus tôt pour étudier la réaction des États nordistes. C'est d'abord un immense sentiment de consternation qui domine. Le président démocrate sortant semble parfaitement impuissant face à la vague de menaces de sécession. Le premier enjeu qui se pose est de veiller à la sécurisation des différents forts fédéraux qu'on peut trouver à travers tout le pays. Le drapeau qui flotte au-dessus de chacun d'entre eux est considéré par Washington comme un moyen de sauver les apparences quant au maintien de leur autorité, tandis que pour les sécessionnistes, le drapeau est simplement vu comme une provocation. À cette époque, c'est une 60aine de forts qui sont répartis sur tout le territoire. Ceux-ci avaient été construits dans le cadre d'un éventuel nouveau conflit avec l'Angleterre, mais la plupart ne sont quasiment pas défendus. En réalité, il n'y en a qu'une demi-douzaine qui sont pourvus d'une garnison digne de ce nom. Il n'est donc pas étonnant de voir certains de ces forts tomber rapidement entre les mains des milices sécessionnistes. Dans une telle situation, on peut légitimement croire que le recours à l'armée irait de soi. Mais à cette époque, l'armée fédérale n'est composée que d'une petite quinzaine de milliers de soldats qui sont pour la plupart déjà répartis à l'extrémité du territoire à l'ouest ainsi qu'au Texas. En 1859, on pouvait chiffrer le nombre d'armes à feu dans les États libres à 450 000 unités. Il n'en reste plus que 337 000 un an plus tard, tandis que le Sud a presque doublé ses propres capacités en passant de 160 000 fusils à 275 000.
Les Confédérés ont donc largement de quoi faire pour équiper une première armée. Bien évidemment, de nombreuses pièces d'artillerie ne tarderont pas à s'ajouter à l'arsenal des deux camps, même si c'est surtout la poudre qui viendra à manquer. Mais revenons-en à la Caroline du Sud, et plus précisément au fort Moultrie, qui est revendiqué par l'État pour son propre compte. Le président sortant envoie donc sur place le major Robert Anderson avec 2 compagnies pour occuper les lieux. Cet officier, natif du Kentucky, est lui-même un propriétaire d'esclaves, ainsi que sudiste de cœur, mais tout cela ne l'empêche pas de rester fidèle à la bannière étoilée. Il est donc considéré par Washington comme l'homme idéal pour maintenir une forme de dialogue et éviter que la situation sur place ne dégénère. Mais une fois en Caroline du Sud, le major comprend la précarité de sa situation et qu'il n'est pas en mesure de reprendre le fort Moultrie. Il décide donc de s'installer ailleurs, dans un lieu moins vulnérable, qu'on appellera le fort Sumter, où il peut faire hisser le drapeau fédéral. Pour l'heure, dans le nord ou dans les États frontaliers, on croit encore que les mouvements de contestation ne sont qu'un feu de paille, qu'une forme d'ultime provocation qui n'ira pas jusqu'au bout. Lincoln, de son côté, réagit en insistant clairement sur le fait qu'il n'a pas du tout pour objectif d'interférer sur la question de l'esclavage. Le Missouri, quant à lui, vote à 89 voix contre 1 pour le maintien de l'Union, à condition qu'aucun usage de la force ne soit fait. Au Nouveau-Mexique, le sud du territoire, l'Arizona, qui n'est pourtant pas encore un État à part entière à ce moment-là, déclare lui aussi sa sécession. Le 4 mars 1861, pour son discours inaugural, Abraham Lincoln pose des mots qui ne sont qu'un immense appel à la mesure et à la concorde pour essayer d'apaiser les tensions. Il renouvelle même une fois encore son souhait de ne pas interférer avec l'institution de l'esclavage. De la même manière, le nouveau président accorde son soutien à une nouvelle proposition qui vise à inscrire dans la loi un amendement qui interdirait à la Fédération de s'introduire dans les institutions dites domestiques des États. Cette proposition, qui aurait été susceptible d'inscrire clairement dans le marbre de la Constitution l'esclavage, est rapidement adoptée par quelques États comme le Kentucky, l'Ohio, le Rhode Island ou le Maryland. Vous comprenez donc qu'à ce moment-là, le combat pour l'émancipation des Noirs ainsi que leur libération n'est pas du tout sur la table. L'objectif central et unique pour Lincoln, c'est l'union et rien d'autre que l'union. À ce moment-là, de l'autre côté du monde, en Europe, les 2 puissances que sont la France et l'Angleterre observent d'un œil attentif la situation, guettant la moindre occasion de voir une puissance émergente s'affaiblir de son propre chef. La question restera de savoir si ces pays décideront ou non de s'impliquer plus frontalement dans ces affaires. Mais revenons-en au fort Sumter. La situation des soldats sur place est toujours plus précaire. Tout pourrait basculer rapidement. Si l'État fédéral décide de les ravitailler, cela pourrait déclencher de nouvelles vagues d'hostilité, tout en faisant basculer les border states dans le camp adverse. Et à l'inverse, faire se retirer la garnison pourrait être perçu comme une capitulation politique. Alors, Lincoln multiplie les signes d'apaisement tout en mettant en place une politique de pourrissement vis-à-vis de ce sujet, en espérant que la situation finisse par se calmer d'elle-même. Mais en agissant ainsi, il espère surtout éviter de passer pour l'agresseur, celui qui aura tiré le premier. A l'inverse, si c'est les rebelles qui ouvrent le feu en premier, alors tous les États du Nord se soudront autour de lui pour laver cet affront. 5 mois après l'élection et une centaine de jours après les premiers actes de sécession, les États-Unis sont certes en proie aux troubles, mais malgré tout, toujours en paix. Finalement, après de houleux débats et malgré les contestations du vice-président confédéré quant au fait du risque pris à être les premiers à ouvrir le feu, la décision est prise par Jefferson Davis, qui est soucieux de montrer qu'il faut prendre au sérieux la détermination du Sud et aussi pour ne pas risquer de voir s'éteindre les braises de l'indépendance. L'ordre est alors envoyé aux troupes de Charleston de prendre le contrôle du fort Sumter, et ce même par la force si nécessaire. Son occupation par les troupes du Nord étant considérée comme une atteinte à la souveraineté de la Caroline du Sud. Le major Anderson prend acte de l'ordre que ses adversaires ont reçu, mais son devoir l'oblige à refuser la demande de quitter les lieux pacifiquement qui lui a été soumise. Une issue pacifique pourrait tout de même être trouvée,
car Henderson a laissé entendre à ses opposants que lui et ses hommes seront bientôt à court de vivres et obligés de quitter leur position par la force des choses. Malheureusement, la résolution de Davis force ses officiers à prendre les devants par crainte que Washington ne finisse par leur envoyer des renforts. Dans la nuit du 12 avril 1861, les premiers coups de canon sont tirés. Si la sécession n'était pas encore la guerre, maintenant, elle l'est inévitablement devenue. Pour la suite et ce qui concerne les débuts des combats, nous le verrons dans un prochain épisode. En attendant, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire, et n'oubliez pas non plus de partager la vidéo à vos amis fans d'histoire, tout en n'omettant pas de vous abonner pour être sûr de ne pas louper la suite. Sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute, ciao.